Et puis il y a un tournant qui se passe en 99, c'est l'acquisition de Gucci et des marques à l'époque que Gucci commençait à acheter. Et donc ça va commencer à instituer ou à engager un virage du groupe vers le luxe. Et on va avoir une sorte de mouvement entre 99 et 2018 où le groupe va se transformer radicalement pour devenir en fait un pur player du luxe, c'est-à-dire un acteur dans le luxe. Bienvenue dans un nouvel épisode de Conversation avec des leaders. Nous avons aujourd'hui l'honneur d'accueillir l'un des leaders mondiaux du luxe, Jean-Marc Duplex, qui est CFO, directeur financier du groupe Kering. Jean-Marc, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Comment allez-vous? Très bien, merci beaucoup Emmanuel. Merci Jean-Marc. Alors, Kering est connu pour ses maisons de luxe emblématiques telles que Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta ou encore Balenciaga, et est reconnu pour son engagement en faveur de la durabilité et de la responsabilité sociale. Vous allez nous partager la stratégie de l'entreprise pour continuer à se développer tout en restant fidèle à vos valeurs et en anticipant les évolutions de l'industrie du luxe. Tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas encore Kering, pouvez-nous présenter le groupe Kering et son histoire? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, je vais commencer avec peut-être un petit retour sur l'histoire du groupe. C'est une maison, enfin, c'est un groupe qui a été fondé en 1963. Alors, il était pendant très longtemps plus connu sous le nom de PPR, Pinault Printemps Redoute, puisqu'effectivement, c'est monsieur François Pinault qui a fondé le groupe. À l'origine, dans le commerce du bois et des matériaux de construction. Puis après, le groupe s'est développé dans les années 90 dans la distribution jusqu'à devenir un des leaders européens, en tout cas de la distribution, avec des marques très connues des Français, hein, comme Conforama, La Redoute, la Fnac. Et puis, il y a un tournant qui se passe en 99, c'est l'acquisition de Gucci et des marques à l'époque que Gucci commençait à acheter. Et donc, ça va commencer à instituer ou à engager un virage du groupe vers le luxe. Et on va avoir une sorte de mouvement entre 99 et 2018 où le groupe va se transformer radicalement pour devenir en fait un pur player du luxe, c'est-à-dire un acteur dans le luxe, et va peu à peu vendre l'ensemble des actifs historiques du groupe. Donc c'est un groupe qui a 60 ans, qui a 10 ans, en fait, qui va fêter ses 10 ans en tant que Kering. Alors peut-être une petite anecdote quand même. Kering, ça veut dire quoi? C'est en fait, c'est un rappel des racines bretonnes du groupe. Care, qui veut dire le foyer, la maison, et puis un jeu de mots sur la notion de caring, c'est-à-dire s'occuper d'eux, prendre soin d'eux. Et effectivement, quelque part, la vocation de Kering, c'est de prendre soin des marques qui constituent le groupe. Donc ça, c'est ça le nom Kering. L'emblème du groupe, d'ailleurs, c'est la chouette, c'est la bienveillance, hein, c'est la sagesse. Alors, effectivement, aujourd'hui, maintenant, c'est un groupe qui est constitué autour d'un portefeuille de marques de luxe. Vous en avez cité un certain nombre. J'en donnerai quelques autres. Donc, Gucci, effectivement, Saint-Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, qui sont les plus connus, mais aussi Alexander McQueen, Brioni. On est également présent dans la joaillerie avec des marques comme Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, qui est une marque d'ailleurs chinoise. Et puis, on a développé plus récemment, on a internalisé tout ce qui est les métiers autour de la lunette, les lunettes de nos marques, avec une activité qui s'appelle Kering Eyewear, qui a dépassé le milliard d'euros de chiffre d'affaires cette année. Voilà, donc c'est en fait une famille de marques très complémentaires et voilà qu'on essaie de développer depuis de nombreuses années. Très clair, très clair. Merci Jean-Marc. Écoutez, ce tournant est quand même un tournant incroyable. Donc, bravo. Pour les investisseurs individuels qui nous regardent, pouvez-vous nous donner un aperçu de la position actuelle de Kering dans l'industrie du luxe et partager vos perspectives pour l'avenir du groupe? Alors d'abord, peut-être un petit mot sur l'ambition du groupe. C'est quoi? C'est d'être le groupe de luxe le plus influent en matière de créativité, de développement durable et de performance économique. Alors, c'est essayer d'allier les trois. Alors, ça, c'est l'ambition qu'on se donne. Alors, comme dans toute histoire de groupe, il y a des fois on y arrive, il y a des fois on y arrive un peu moins bien, mais c'est ça notre ambition telle qu'on se l'est fixée. C'est la vision, c'est justement de placer la créativité au cœur de tout. Mais c'est une créativité qui permet voilà, de travailler sur un luxe qui est à la fois qui allie héritage, parce que c'est important, on travaille avec des maisons qui ont de l'ancienneté, hein. Gucci a fêté son centième anniversaire l'année dernière, Balenciaga est l'une des premières maisons de mode, hein, qui a été fondée. Et puis, on essaye aussi d'allier donc de l'audace avec l'audace, puisque l'audace, c'est aussi la créativité, c'est l'innovation.
Alors, le modèle d'affaires, c'est un modèle multimarque. Et ça, je vais y revenir parce que c'est extrêmement important, parce qu'on pense que c'est un vrai avantage compétitif. Alors, quels sont les ressorts de l'industrie du luxe sur lesquels, quelque part, Kering est extrêmement bien positionné? C'est d'abord qu'on a une base de clients qui continuent d'acheter, une base de clients fidèles, qui s'est constituée historiquement, qui sont des clients de nos maisons. Et puis surtout, il y a des tendances démographiques dans le monde, pas particulièrement en Europe, mais dans le monde, et notamment en Asie. On a une classe moyenne qui est de plus en plus importante, une clientèle aisée qui est de plus en plus importante dans ces pays et qui contribue à la croissance de façon durable de l'industrie du luxe. Après, il y a d'autres évolutions qui sont à l'œuvre et sur lesquelles le groupe est bien positionné. Qu'est-ce que c'est? C'est d'une part l'exclusivité, la distribution de nos marques est de plus en plus exclusive, c'est-à-dire qu'on dépend de moins en moins de tiers, ce qu'on appelait les grands magasins avant, donc on se concentre de plus en plus sur nos propres magasins qu'on opère en direct. Et puis ça passe, et vous ne serez pas surpris, par la digitalisation. Aujourd'hui, l'industrie du luxe, c'est une industrie qui, ça peut paraître surprenant, mais la première vitrine de nos marques, c'est l'Internet, c'est via l'Internet qu'on y accède. Donc, c'est extrêmement important. Et donc, quelque part, ça pose la question de l'omnicanalité qui est absolument centrale dans nos marques, puisque quelque part, on peut avoir des clients qui veulent acheter un produit dans le magasin, mais le produit n'est pas disponible, donc on va être en mesure de lui livrer chez lui, ou inversement, il va acheter un produit qu'il va vouloir retrouver dans le magasin pour pouvoir essayer un autre produit ou voir un autre produit dans le magasin. Donc ça, c'est absolument important. Et puis, il y a une dernière dimension qui est importante, c'est l'évolution de nos consommateurs, de nos clients, qui sont de plus en plus soucieux de l'éco-responsabilité, qui vont aussi s'intéresser à des nouveaux modèles d'affaires, qui est par exemple le marché de la seconde main. Donc on voit que autour du luxe se développent aussi de nouvelles pratiques, de nouvelles habitudes d'achat. Alors, donc, le point, peut-être pour conclure sur le modèle d'affaires de Kering, c'est quoi? C'est donc, comme je le disais, et j'ai dit que c'était important pour nous, c'est un modèle multimarque, donc avec beaucoup de synergie entre les marques. On essaye, nous, en tant que groupe Kering, d'encourager. On a des fonctions qui sont très centralisées, comme la logistique, l'informatique, je parlais du digital, on a des investissements en commun, l'immobilier, les achats d'espace. Et donc, le groupe, depuis plusieurs années, essaye de laisser l'autonomie à ces marques pour que les marques se concentrent sur ce qui est important, c'est-à-dire la création, la distribution, l'image de la marque, la communication autour de la marque. Et nous, on est là pour investir, pour supporter nos marques sur des fonctions qui peuvent être complètement partagées. On a par exemple investi dans un énorme outil logistique à Trecate qui se trouve en Italie, entre Milan et Turin, il n'y a pas très longtemps. On a travaillé à ce qu'on puisse avoir les outils et l'infrastructure nous permettant d'opérer nos sites e-commerce en direct. Donc voilà, c'est ça à quoi sert le groupe au service des marques. C'est clair, très clair. Écoutez, le modèle est clair. C'est vrai aussi que ce n'est pas forcément évident d'avoir un multimarque, mais en tout cas, c'est très clair. Abordons à présent un sujet qui concerne tous les grands groupes comme le vôtre. Les investisseurs modernes sont de plus en plus soucieux de l'impact social et environnement des entreprises dans lesquelles ils investissent. Comment Kering parvient-il à équilibrer la croissance de ses activités et la demande pour les produits de luxe avec la nécessité de préserver la responsabilité sociale et environnementale du groupe? Alors, c'est une excellente question parce qu'elle est centrale pour nous et elle n'est pas nouvelle. C'est le groupe Kering, alors sous l'impulsion de François Pinault, qui est maintenant le président directeur général du groupe, qui est le fils du fondateur, a placé cette question vraiment depuis très longtemps dans le groupe comme étant centrale dans nos stratégies. Alors pourquoi? Parce que d'abord, nous, on travaille sur des matières premières comme le cuir, le coton, la soie. Et puis, on travaille aussi avec des artisans. Dans le luxe, l'artisanat est absolument central, enfin le savoir-faire. Alors, il y a des processus qui appellent plus ou moins une dimension artisanale, mais enfin, en tout cas, il y a beaucoup d'artisanat dans le groupe. Donc, ça veut dire qu'on a un impact, enfin, on est soucieux du bon fonctionnement des écosystèmes et également des communautés dans lesquelles, quelque part, on intervient. Puisqu'en plus, on est des groupes, enfin, Kering, c'est un groupe global. On fait 5% de notre chiffre d'affaires en France. 95% dans d'autres zones. Donc, on a un impact qui est très, très large. Donc, protéger les ressources de la planète, se soucier de nos salariés, mais pas que de nos salariés, de toutes les parties prenantes, c'est absolument clair. Alors, c'est pour ça que tout ce qui relève de l'environnement et de l'éthique est vraiment central pour nous depuis très longtemps. Il faut bien voir que les premiers indicateurs extra-financiers chez Kering ont été communiqués il y a 20 ans.
hein, à une époque où les gens s'y intéressaient pas forcément autant. Il y a eu la création du développement durable, je crois, date de 2006, hein, enfin de l'équipe, hein, en tout cas en charge du développement durable. Et puis on avait développé, je crois, vers 2015, un outil bon, qui est assez innovant, qui s'appelle le compte de résultat environnemental, alors qu'on appelle EPNL, c'est un anglicisme, mais qui vise à mesurer l'impact du groupe sur l'environnement dans toutes ses dimensions. Alors, pourquoi je dis dans toutes ces dimensions? C'est multicritère, hein, c'est sur tout ce qui est utilisation de l'eau, utilisation du sol, émissions de gaz, etc. Et puis, ça va, et ça c'était assez innovateur, au-delà des frontières juridiques du groupe, parce que quelque part, quand on fait du cuir, le premier impact, bah, c'est les élevages de bovins. Et ça, ce n'est pas dans nos frontières juridiques, mais on considère qu'on a une responsabilité autour de ça. Alors, je ne vais pas revenir sur tous les engagements que le groupe a pris et continue de prendre, parce qu'ils sont nombreux. Il y a des engagements qui sont notamment les prochaines étapes, c'est 2025, avec des réductions donc de notre impact environnemental. Et vous avez soulevé une bonne question, c'est comment le mesurer, parce qu'en même temps, on est en croissance. Et en fait, aujourd'hui, quand on fait la croissance, comment on arrive à réduire l'impact, non pas seulement en valeur relative, mais également en valeur absolue. Parce que, effectivement, aujourd'hui, on arrive à réduire cet impact en valeur relative, c'est-à-dire que notre impact sur l'environnement progresse moins vite que notre chiffre d'affaires, mais néanmoins, ce qu'on vise à terme, c'est une réduction en valeur absolue. Donc, on développe des outils pour mesurer ça. On a créé une direction de la finance durable qui va nous permettre non seulement, bien sûr, de répondre aux obligations réglementaires qui existent, d'anticiper tous les enjeux de communication extra-financière, mais plus important encore, c'est vraiment d'avoir un impact concret et de voir tout ce qu'on peut faire dès qu'on prend une décision dans l'entreprise qui nous permet justement de réduire notre impact. Et ça, ça passe par de l'innovation, hein. On a des activités de recherche et de développement implicitement pour voir comment on a des activités de venture capital aussi pour accompagner des startups qui poussent des idées innovantes en la matière. Très clair, très clair. On voit que vous êtes à fond dessus et je pense que c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important de nos jours. Donc, très bien. J'aimerais aussi, nous aimerons même également savoir un peu plus sur les priorités d'investissement de Kering et comment cette entreprise, justement, envisage le retour aux actionnaires. Cette question est assez légitime, hein, effectivement. Alors, nous, on est très vigilants. Il y a un débat hein, sur le partage de la valeur ajoutée aujourd'hui et qu'on peut très, très largement comprendre. Alors, nous, il y a quatre axes, hein. D'abord, la priorité, c'est la croissance organique de nos marques. La croissance organique de nos marques, ça veut dire qu'on est dans des métiers où parfois il faut investir. Alors cet investissement, il peut prendre plusieurs formes, hein. Ça peut être des investissements dans les coûts opérationnels, parce qu'on met plus de publicité, on renforce notre équipe de créateurs, des choses comme ça. Et puis, ça passe aussi par des investissements tels qu'on les entend, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans le jargon les CAPEX, hein, les Capital Expenditures, qui consistent à créer de nouveaux ateliers. Et surtout, dans notre activité, nous, c'est rénovation de magasins, création de nouveaux magasins, hein. On est quand même, justement, je parlais de la dimension internationale du groupe. Ça veut dire que dans beaucoup de zones géographiques, on continue d'avoir des ouvertures de magasins. Et puis, un réseau de magasins, ça vit. Donc, il faut régulièrement le rénover, etc. Donc, ça, c'est la priorité qui est donnée, c'est le financement de la croissance organique. Et ça, on ne fait pas de concession là-dessus. Ça n'empêche pas, par ailleurs, de développer de nouvelles activités. Ça, c'est le deuxième aspect. On est prêt, soit dans nos marques existantes, étendre le domaine d'expression de ces marques-là vers de nouvelles catégories, soit de travailler sur des métiers adjacents à nos marques, comme par exemple la lunette, hein, je l'ai mentionné qu'on avait créé il y a quelques années une division. Hein, j'étais à l'origine de cette aventure, on a commencé, on avait 0 chiffre d'affaires et 7 personnes. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui dépasse le milliard d'euros et donc qui opère et qui fait les lunettes de nos marques. Mais on est en train de lancer ça également pour la beauté, parce qu'on travaillait essentiellement avec des licenciés et on pense qu'il faut rapatrier la chaîne de valeur chez nous et donc avoir le contrôle de cette activité. Donc ça, là où également, on nourrit la croissance de ces activités en investissement. Le troisième domaine, c'est la croissance, bien sûr, externe. On n'est pas du tout réticent à faire la croissance externe. On en fait. Et la priorité de ces 2 dernières années, c'était de renforcer justement cette activité lunette en y ajoutant 2 marques. Lindberg, qui est une marque danoise très haut de gamme sur la lunette. Voilà, très
c'était Steve Jobs qui portait toujours des lunettes Lindbergh. Et puis, plus récemment, une marque de lunettes de soleil américaine très réputée, très technique, qui s'appelle Maui Jim. Donc ça, on fait de la croissance externe, mais on est toujours très vigilant sur la croissance externe et on y applique des critères assez stricts parce que c'est vrai que la croissance externe, c'est quelque chose qui fait toujours plaisir aux dirigeants et souvent aux directeurs financiers. C'est une occasion pour eux d'avoir un peu leur nom dans les journaux, mais il faut être attentif. Ce qui est important, c'est le retour à l'actionnaire. Il faut que ça fasse sens dans la stratégie du groupe, que celle que je vous ai présentée précédemment. Et puis, le dernier aspect, bien évidemment, c'est le retour à l'actionnaire. Alors, le retour à l'actionnaire, on a, sur les 5 dernières années, une croissance du dividende de l'ordre de 20% en moyenne par an. Et qui est basé sur une politique très simple. Nous, c'est 50% de payout, c'est-à-dire qu'on garde le bénéfice net récurrent, hors élément exceptionnel, en fait, pour faire simple, part du groupe. Et puis, on regarde aussi le cash flow, le cash flow disponible, c'est-à-dire le free cash flow après paiement des intérêts de la dette. Et en gros, on essaie de verser 50% de ces agrégats. Alors, parfois, ça peut être un peu plus, un peu moins, mais enfin, on tourne en moyenne autour de 50% de ça. Et ça, on s'y est tenu historiquement, et puis même si on prend un historique beaucoup plus long, on l'a toujours fait. Même quand d'ailleurs, on sortait certains actifs historiques avec des impacts de recapitalisation, donc on considérait que c'était des éléments non récurrents, donc on a maintenu cette politique. Et puis, on peut être amené à faire du rachat d'actions dans le marché. On vient de boucler un programme sur 18 mois à peu près, où on a racheté 2% du capital. Très clair, très clair. Et on peut voir que tout simplement, ces 4 axes sont bien structurés. Donc, on continue. Pour conclure, quels sont les principaux défis et opportunités pour l'industrie du luxe et pour Kering en particulier pour l'année 2023? Comment l'entreprise prévoit-elle de s'adapter à l'évolution de la demande des consommateurs et des tendances du marché? La réouverture de la Chine est-elle un enjeu important pour vous et l'entreprise? Bien sûr, alors, d'abord, je commencerai par le général et j'irai vers le particulier. Le général, c'est l'industrie du luxe. C'est une industrie, en fait, qui repose sur quelques grandes clientèles, catégories de clients, on va dire, et notamment autour des nationalités. En fait, ce qu'on regarde, nous, c'est vraiment les caractéristiques de nos clients. Ça peut être par nationalité, par âge. On voit d'ailleurs que… Et pourquoi il y a la digitalisation et les enjeux d'éco-responsabilité, c'est qu'aujourd'hui, la clientèle du luxe, en nombre de consommateurs, en tout cas, c'est de l'ordre de 60 à 65% qui sont des gens qui sont génération Y ou génération Z. Alors, les nationalités, c'est important aussi. C'est 2 grandes nationalités qui tirent le marché, c'est la clientèle américaine et la clientèle chinoise. Alors, les Chinois, on l'a bien en tête. On oublie aussi que les États-Unis, c'est un très gros marché, ou les Américains, c'est un gros marché. Alors, la complexité de l'industrie du luxe, c'est que ces clients-là, ils voyagent. Et donc, il faut qu'on regarde la nationalité en globalité avec des achats qui se font dans le marché domestique, localement, et puis lors des voyages. Alors, quand il y a eu la Covid et suite à la Covid, les gens voyageaient beaucoup moins, donc les marchés étaient essentiellement domestiques. Mais là, on sait que peu à peu, les voyages ont repris. Et actuellement, comme vous le voyez sûrement, en Europe, il y a énormément de clients américains. Alors, les gros enjeux de 2023, c'est quoi? C'est effectivement que les Chinois, on pense, vont recommencer à consommer beaucoup après une année 2022 qui a été très compliquée à cause de toutes les mesures anti-Covid. Donc, ce qu'il va falloir surveiller, c'est la dynamique, quelque part, de reprise de la consommation chinoise, qu'elle soit domestique ou pour partie touristique, même si on sait que cette année, les clients chinois devraient pas encore beaucoup voyager, et notamment peu voyager en Europe. Et puis, il y a la clientèle américaine que j'ai mentionnée qu'il faut également suivre dans un contexte économique américain incertain, on va dire. Il y a des éléments d'être positifs, il y a des éléments qui permettent d'être positifs, et puis il y a d'autres éléments qui incitent un peu plus à la prudence. N'oublions pas que la clientèle européenne est historiquement importante pour nous, et donc la conjoncture européenne va aussi contribuer ou non à la bonne santé du marché. Et bien tout ça, il va falloir donc effectivement d'abord continuer à travailler la clientèle locale. Pour nous, c'est très important de continuer à fidéliser les clientèles locales, puisqu'on sait que le tourisme, c'est toujours incrémental, quelque part, c'est quelque chose qui vient en plus, et que c'est très
important pour nous, en tant que marque de luxe, de gérer à la fois un flux de consommateurs locaux qui ont leurs habitudes d'achat, leur profil d'achat, et puis une clientèle touristique qui est un petit peu différente dans son comportement. Et donc, vous voyez bien que dans certains magasins à Paris ou dans les pays, on va dire, d'Europe, il faut gérer ces deux flux de consommateurs qui sont foncièrement différents. Donc ça, c'est les enjeux de 2023, c'est beaucoup de, comme on dirait en anglais, de moving pieces qu'il va falloir suivre, et il y a beaucoup d'incertitudes, mais enfin, aussi beaucoup d'opportunités à prendre. Alors pour le groupe, pour faire très simple, on a deux principaux enjeux. On a une marque majeure, hein, qui est le pilier du groupe, qui reste Gucci, qui est une marque qui fait plus de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui est une marque qui a eu une croissance assez remarquable de 2015 à 2019, et puis qui depuis 2019-2020 a une croissance un peu plus modérée. Et donc là, on a un travail avec un nouveau créateur, de nouvelles équipes à différents échelons. Et c'est quelque part de relancer la croissance de Gucci qui doit tirer quelque part la croissance du groupe. Et ça, on est très confiant parce qu'on a pris on a lancé beaucoup d'initiatives, et je pense qu'elles vont payer dans la durée, en 2023 et surtout au-delà. Et puis, on a toutes les autres marques qui sont dans des dynamiques bien évidemment différentes, qui n'ont pas la même taille que Gucci, même si on a une marque comme Saint-Laurent qui dépasse 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et là, voilà, il y a des stratégies très claires pour chacune d'entre elles, avec des ressources à allouer pour nourrir cette croissance et nourrir cette stratégie. Et donc, ça, on va continuer à travailler, à faire croître toutes nos autres marques. Merci Jean-Marc. Je rappelle que Jean-Marc Duplay est directeur financier pour le groupe Kering. Merci pour cet épisode de conversation avec des leaders. C'était un plaisir de vous avoir parmi nous. On espère vous réavoir par la suite. Et à très vite. Ce sera avec plaisir, et merci pour vos questions. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.